Si vous allez à Hong Kong, en Chine, il y a un parc. Un joli petit parc. Le Kowloon Road City Park, il s'appelle. C'est très mignon, c'est l'occasion de faire une petite balade, c'est arboré. Alors, il est conçu sur le modèle des jardins de la dynastie Qing. Bon. Il a même eu un diplôme à l'exposition internationale des jardins de Stuttgart. Il y a un yamen d'époque, avec une expo dedans. Un yamen, c'était la résidence d'un magistrat dans la Chine impériale. Mais, sous ces airs feng shui, l'histoire de ce parc est extraordinaire, parce qu'il y a tout juste 30 ans à sa place, il y avait une enclave chinoise dans le Hong Kong britannique. Et c'était l'endroit le plus densément peuplé du monde. L'équivalent d'1 200 000 habitants par kilomètre carré, avec 50 000 habitants sur un carré de 213 mètres par 120. C'était un endroit qui s'était construit de façon anarchique, organique même, un agrégat d'appartements les uns sur les autres, et complètement incontrôlé, où le commerce des produits interdits, des stupéfiants jusqu'à la viande de chien, pouvait prospérer sans aucun obstacle. Pendant 30 ans, elle était contrôlée par les triades et c'était le lieu de tous les vices, la prostitution, les jeux d'argent, l'héroïne. Un endroit complètement dystopique, ignoré des autorités, soumis à aucune législation, et où les bâtiments s'empilaient sans aucune réglementation et étaient si serrés que le jour ne passait pas. Il y a 30 ans, 1995. En 1987, quand les autorités hongkongaises et chinoises se sont mises d'accord pour détruire la cité de Kowloon, elles se sont félicitées d'enfin purger Hong Kong, la perle de l'Orient quand même, de cette verrue infâme qui perdurait depuis un siècle. Alors, la cité, elle était à son apogée à ce moment-là en termes de nombre de résidents, et il a fallu reloger 50 000 personnes, gérer les protestations, trouver un terrain d'entente avec les chefs d'entreprise de la cité. Ça s'est pas fait en 5 minutes. Ça a été une très très longue entreprise. Quand le chantier de démolition démarre en fin 1993, pas d'explosifs. Là, il a fallu être méthodique et minutieux. Il a fallu tout démonter, appartement par appartement, parce que il n'y avait aucun plan, aucune carte, aucun schéma des réseaux électriques ou de gaz, par exemple. Donc si on voulait éviter un maximum les risques d'incendie, il n'y avait pas le choix, fallait tout démonter. Et surtout, c'était pas sûr du tout qu'en dynamitant une tour pour la faire tomber, ça allait pas faire château de cartes. Parce que tout tenait ensemble. C'était un bloc de tours interconnectés. Et puis il fallait aussi essayer de préserver le yamen historique qui était pile au centre de la cité. Alors la solution, elle n'est pas compliquée. On démonte un par un les appartements, et ensuite avec une boule de démolition et des bulldozers, on finit. Il a fallu un peu plus d'1 an pour en venir à bout. Ça, c'est la fin, d'accord. Mais comment il y a pu avoir un début à quelque chose comme ça ? Pour comprendre la situation, déjà, il faut comprendre pourquoi Hong Kong est britannique à ce moment-là. Tout ça, c'est à cause du thé. En 1839, la Chine, c'est une grande puissance féodale complètement fermée au reste du monde, ok ? L'un de leurs rares contacts, c'est l'Angleterre, parce qu'elle importe de grandes quantités de produits chinois, parce que c'est la mode à l'époque, de la soie, des épices et surtout du thé. Et les Britanniques, ils ont cherché pendant longtemps, mais sans y arriver, à trouver un produit d'échange avec le marché chinois qui pourrait compenser le déséquilibre commercial causé par l'importation de thé colossale qu'ils faisaient. Mais la Chine, elle refuse d'importer quoi que ce soit des autres pays. Et oui, la Chine, elle est autosuffisante, du coup, elle veut pas d'échange marchandise contre marchandise. Non, ce qu'elle veut, c'est être payée en monnaie d'argent uniquement. Et ça, les Britanniques, ça les arrange pas. Parce que contrairement aux Espagnols, par exemple, avec leurs colonies au Mexique, les Britanniques, ils ont peu d'argent, mais beaucoup de marchandises en nature, qui viennent principalement de leurs colonies aux Indes. Pour répondre à la demande au Royaume-Uni, les Britanniques, ils achètent d'énormes quantités de thé aux Chinois. Et les Chinois, en voyant que le commerce de thé est très très lucratif, ils étendent leurs plantations au détriment d'autres cultures, principalement du coton. Et du coup, ils se retrouvent obligés d'importer ce qu'ils cultivent plus eux-mêmes. Et donc la Chine sort de son autarcie. Et les Britanniques, ils ont une idée pour récupérer l'avantage commercial. Les Chinois, ils connaissent déjà l'opium comme analgésique, mais à partir du XVIIe siècle, on commence à l'utiliser comme drogue.
parce qu'on le trouve sous une nouvelle forme qu'on peut fumer. Et l'opium, il vient d'Inde. Et l'Inde, maintenant, elle est britannique. Ils exigent d'être payés en lingots d'argent, comme ça ils récupèrent leur mise de départ avec le thé. La balance commerciale entre la Chine et l'Empire britannique s'inverse en faveur des Britanniques. La corruption des fonctionnaires chinois qui laissent passer les caisses d'opium devient un réel problème. Et dans un même temps, l'opium provoque des ravages dans la population. Faut souligner un truc aussi, c'est toute l'ironie de la situation. L'opium, à l'époque, il est interdit en Grande-Bretagne, qu'on soit d'accord. L'empereur, avec l'épidémie de toxicomanie qui décime son pays, il décide de réagir fort en s'en prenant aux intérêts britanniques. Il ferme son pays aux commerçants et aux missionnaires européens, et dans la foulée, il interdit l'opium en Chine. Le gars, il joue pas. Mais le trafic continue, évidemment, même après un décret de peine de mort et même après des sanctions contre les consommateurs. Il n'y a rien qui arrête vraiment le trafic. La corruption est trop importante, ça rapporte trop d'oseille. Les fonctionnaires chinois, ils laissent passer les navires, et là, pour l'empereur, c'est trop. En 1835, il y a 2 millions de fumeurs d'opium en Chine. Canton, à l'époque, c'est le port par lequel transite la majorité de l'opium. L'empereur nomme un nouveau commissaire impérial de la province de Canton, Lin Zexu. Et Lin Zexu, il est chargé de mettre un terme à l'usage de l'opium. Il arrive à Canton et la première chose qu'il fait, il établit la liste de toutes les fumeries d'opium, des tenanciers et des vendeurs. Il confisque tous les stocks d'opium de la ville, il ordonne aux propriétaires de venir remettre la drogue en échange de thé. Et puis tous les propriétaires, vu qu'ils sont étrangers, ils doivent aussi renoncer par écrit au commerce avec les Chinois. Et ensuite, il écrit directement à la reine Victoria pour lui dire que la consommation d'opium est interdite en Chine et lui demande de faire cesser le trafic. Il détruit la drogue qu'il a saisie, on parle de plus de 1000 tonnes. Et au Royaume-Uni, c'est 300 sociétés commerciales britanniques qui demandent au gouvernement d'intervenir auprès des autorités chinoises. Il y en a certains qui veulent même une intervention officielle des Britanniques pour qu'on leur paye la marchandise détruite. En Chine, les choses se tendent encore plus. Lin Zexu, il interdit le port de Canton aux navires britanniques et l'empereur il décide de fermer pour toujours Canton aux Britanniques en janvier 1840. Alors là, c'est déjà bien chaud au niveau ambiance entre l'Angleterre et la Chine. Il faut juste que quelqu'un craque l'allumette. Dans une nouvelle lettre à la reine Victoria, Lin Zexu, commissaire impérial extraordinaire, écrit ceci. « Les lois interdisant la consommation de l'opium sont maintenant si sévères en Chine que si vous continuez à le fabriquer, vous découvrirez que personne ne l'achètera et qu'aucune fortune ne se fera par l'opium. Tout l'opium qui est découvert en Chine est jeté dans l'huile bouillante et détruit. Tout bateau étranger qui, à l'avenir, viendra avec de l'opium à son bord sera mis à feu et tous les autres biens qu'il transportera seront inévitablement brûlés en même temps. Alors non seulement vous ne parviendrez pas à tirer quelques profits de nous, mais vous vous ruinerez dans l'affaire. Ayant voulu nuire à autrui, vous serez la première à en souffrir. Notre cour céleste n'aurait pas gagné l'allégeance d'innombrables pays si elle n'exerçait un pouvoir surhumain. Ne dites pas que vous n'avez pas été prévenu à temps. À la réception de cette lettre, Sa Majesté sera assez bonne pour me faire savoir immédiatement les mesures qui auront été prises. » Et là, ce qui vient de se passer, c'est qu'on a menacé la reine d'une des premières puissances mondiales. L'armée britannique, elle roule sur l'armée chinoise. Ils ont la supériorité technologique et une marine redoutable. C'est la première guerre de l'opium. La dynastie de Qin est obligée de signer le traité de Nankin. C'est le premier de ce que les Chinois appelleraient plus tard les traités inégaux. L'Empire de Chine reconnaît aux Britanniques les droits suivants. Déjà la cession perpétuelle de Hong Kong qui deviendra une place militaire et économique. 5 ports sont ouverts, les Britanniques obtiennent le droit de s'installer dans ces ports et d'y vivre avec leur famille. Ensuite, il y a les indemnités de guerre, plus l'opium détruit, qui s'élève à 1/3 des recettes du gouvernement impérial à verser selon un échéancier de 4 ans. Pour les droits de douane, avant, les Britanniques ils étaient assujettis aux droits de douane, ok. Maintenant, le montant il est fixé par les Chinois et les Britanniques. En cas de litige entre un Chinois et un Britannique, une juridiction britannique tranchera sur la base des lois britanniques. Et enfin, si la Chine signe un traité avec une autre puissance, le privilège accordé à la nation en question sera également accordé au Royaume-Uni. C'est sans faute pour les Britanniques, ils ont écrasé la Chine littéralement.
C'est la première manifestation du déclin de l'Empire de Chine qui est incapable de résister à l'Occident. 15 ans plus tard, pour une sombre affaire de navires britanniques suspectés de contrebande d'opium, qui est toujours illégale, c'est la seconde guerre de l'opium. En fait, les Britanniques, aidés par les Français, ils veulent étendre leur commerce dans la Chine intérieure et pas se contenter des 5 ports ouverts. Sans parler de la Russie et des États-Unis qui veulent aussi leur part du gâteau. C'est une seconde défaite pour l'Empire de Chine, et quand le palais d'été à Pékin est carrément mis en cendres, ça devient un traumatisme. L'empereur il est obligé de signer des nouveaux traités, d'ouvrir d'autres ports aux Occidentaux, encore payer des indemnités de guerre. Et ce qui nous intéresse le plus ici, la cession de la péninsule de Kowloon, près du Hong Kong déjà britannique, qu'on appellera les nouveaux territoires. Le traité concède le territoire de Hong Kong et de sa région pendant 99 ans à l'Angleterre. 99 ans, mais, à l'exception d'une toute petite zone. Un ancien fort chinois entouré d'une muraille. Une vraie petite ville. Elle est surnommée Kowloon Walled City, elle sert de présence militaire pour la Chine qui veut garder la face devant Hong Kong. Du côté britannique, l'histoire du fort, c'est juste une petite ligne dans le traité, et dès l'année suivante, ils marchent sur le fort pour le prendre. Déjà, ils veulent régner en maître sur les nouveaux territoires, puis en plus, ça coupe directement le risque qu'une force armée soit mise en place par la Chine. Mais quand ils ouvrent les portes du fort, il n'y a personne. Mais même s'il est tombé aux mains du gouvernement anglais, le fort, il reste légalement la propriété de la Chine. Après tout ça, il est laissé à l'abandon et il y a de nombreux paysans qui viennent s'y installer au fil des ans pour y trouver confort et sécurité, aussi grâce aux murailles. Du côté britannique, on peut y amener sa lady, se promener et voir les ruines d'un fort chinois. Mais en 1933, le Hong Kong britannique commence à percevoir d'un très très mauvais œil les squatteurs et il essaye de les dégager hors du fort. Mais les paysans, ils menacent de faire de l'histoire un incident diplomatique avec la Chine, même si en réalité la Chine elle aurait certainement pas bougé le petit doigt pour pas encore subir une défaite humiliante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le fort il est occupé par le Japon qui va faire tomber les murs pour s'en servir comme matière première pour la construction de l'aéroport de Kai Tak à côté. Kowloon Walled City avait perdu ce qui la caractérisait le plus, et une seconde vie allait s'offrir à elle. En 1949, après la guerre, l'Angleterre est énormément fragilisée par les retombées. Et c'est une foule de réfugiés qui viennent s'amasser autour des ruines du fort. L'année suivante, c'est 2000 personnes qui s'installent et évidemment ça déborde. Tout autour du fort, il y a un bidonville gigantesque. La zone entière, c'est un ghetto. Fragilisé par la guerre et ses nombreux conflits en cours, le gouvernement anglais, il se sent pas en capacité de faire éclater une nouvelle bataille à Hong Kong et il laisse tomber. Dans une conjoncture où Mao Tse-tung s'impose pendant la guerre civile contre le Kuomintang, la cité rassemble une foule de réfugiés politiques pendant les années 50 et la population elle explose à plus de 17 000 habitants. Laissée à l'abandon, la cité c'est devenu une vraie petite ville, une vraie zone de non-droit qui attire autant les paysans et les réfugiés que les personnes mal intentionnées qui profitent du manque de régulation pour fuir la loi. Et la légende est née. D'immenses immeubles d'appartements construits au fur et à mesure s'imposent dans le paysage avec une architecture profondément anarchique. À l'époque, faut pas traîner là-bas, à part peut-être les rues extérieures de la cité. Il y en a une qui accueille des rangées de dentistes sans licence parce que les diplômes chinois valent rien à Hong Kong. Mais la rue la plus célèbre, c'est Kwong Min Street, qui s'illumine la nuit et sert de repère pour la vente de drogue. Et oui, c'est le trafic de l'opium qui sévit, toujours l'opium. C'est contrôlé par les triades 14K et Sun Yee-on. C'est eux qui dirigent vraiment la cité. Si la police poursuit un criminel qui va se réfugier dans la cité et qui veulent le faire sortir, il faut qu'il paye les triades pour qu'ils le foutent dehors. Attirant toujours plus de curieux, la cité s'étend et s'étend face à un Hong Kong qui est de plus en plus démuni. En 1968, le gouvernement britannique il annonce être en mesure de démolir la ville d'ici un an. Les habitants y font encore une fois appel à Pékin et cette fois-ci, alors grande surprise, le dirigeant Mao répond. Il rappelle, vous avez rien à faire dans la cité. Les Anglais y répondent ah bon, si jamais il devient l'envie de l'administrer toi la cité, ça sera pas en passant par chez moi. Et c'est à ce moment bien précis où la citadelle de Kowloon est devenue un no man's land, où aucun des deux participants au conflit n'était le bienvenu. Les Anglais n'avaient pas le droit de l'administrer, et la Chine ne pouvait pas l'administrer. Les nouveaux arrivants se multiplient encore, les constructions s'accélèrent, mais la ville, elle se retrouve avec une nouvelle limite. Celle qui est matérialisée par ses murailles d'origine. Et oui, dès qu'une personne franchit la frontière par une des constructions, les autorités de Hong Kong qui la délogent, ils détruisent immédiatement la parcelle. Maintenant, il n'y a plus le choix.
La cité, elle s'agrandit de la seule manière qui lui reste, en hauteur. Et ça nous amène en 1979. Parce qu'en 1979, le jeune Ian Lambot arrive à Hong Kong. Il est britannique, et pour un Britannique, c'est très facile d'explorer Hong Kong. Et oui, puisque la ville est sous domination britannique depuis le début du siècle. Donc pour un jeune Anglais de 25 ans qui cherche des opportunités, Hong Kong, c'est la meilleure idée. Et Ian Lambot, en plus, il est architecte. Et à la fin des années 70, à Hong Kong, il y a tout à faire. La ville, elle se développe à une vitesse phénoménale, on est dans une économie de plus en plus libérale. Et à Hong Kong, c'est toujours le droit britannique qui prime. Alors Ian Lambot, quand il débarque à Hong Kong, le monde lui tend les bras. On a besoin d'architectes, Hong Kong c'est une terre d'opportunités, et Ian, l'architecture c'est une passion. Il aime bien la photo aussi. Il aime bien se balader dans cette ville exotique pour la photographier sous toutes les coutures. Pour lui, les bâtiments sont étranges, les coutumes, la culture sont très loin des siennes. En bref, c'est un sujet d'étude pour lui. Mais il y a quand même un choc des cultures extraordinaire. Il voit un Hong Kong qui est marqué par des disparités de dingue. D'un côté, il voit des îlots de modernité qui correspondent bien à l'image que la ville est en train de gagner, comme pôle de l'innovation mondiale. Puis à côté de ça, il y a des quartiers entiers qui vivent encore dans le tiers-monde. Et il y a un temps d'adaptation à tout ça. Et pour mieux comprendre, il se balade. Et quand il se balade, il prend des photos. Il se fait un petit réseau professionnel, puisqu'il a des idées, et il est fasciné par la ville. Mais le milieu de l'architecture, c'est un panier de crabes, il y a tellement d'opportunités que tout le monde veut en être. Des gens créatifs et motivés comme lui, il y en a partout. Et Ian Lambot, lui, c'est le visuel qui le fascine, plus que les maths. Et il a une approche plus designesque de l'architecture. Le petit coup de génie qu'il a, c'est qu'il décide de créer un atelier de maquette architecturale parce que le secteur du design va bientôt exploser. En fait, c'est en train d'arriver. Et c'est ça qui va permettre de vendre des projets à une époque où il n'y a pas d'ordinateur. Où il n'y a pas des belles projections 3D du futur bâtiment où on peut mettre des arbres, des voitures pour se projeter et vendre le truc. Plutôt qu'un dessin pour faire passer une vision, une maquette c'est beaucoup plus intelligent. Et c'est comme ça qu'il a le contrat de conception préliminaire de l'immeuble de la HSBC, un projet innovant de 47 étages au milieu de Hong Kong. Ça y est, Ian Lambot, on le connaît. Puis un jour, il décide d'aller se balader du côté de la péninsule de Kowloon, sortir un peu de l'île de Hong Kong. Prendre des photos, comme d'hab. Tsim Sha Tsui, la tour de l'horloge, l'aéroport de Kai Tak qui donne sur la mer, les quartiers autour. Et puis au détour d'une rue, il tombe sur ça. Il sait pas ce qu'il est en train de regarder. Un amas d'immeubles qui menacent de s'effondrer, qui tiennent les uns sur les autres, des cages aux fenêtres, des cabinets de dentistes sur toute la rue. Une rue où il n'y a rien d'ailleurs. Il y a ce bloc informe près d'une colline, et rien. Puis il entend un avion qui arrive, qui passe juste au-dessus, qui continue vers l'aéroport. Alors il demande à quelqu'un, c'est quoi ça? Un gars qui passe par là, qui le regarde comme s'il était un alien. Ah, pour le coup, Yann, à ce moment-là, il comprend qu'il jure dans le décor. Et le gars, il lui dit, c'est la citadelle, faut pas y aller parce que s'il y a un problème, la police peut pas rentrer. Ian Lambot, il est en train de vivre un des moments les plus importants de sa vie. Et il passe 2 heures à tourner autour de la citadelle. Ça sert à rien d'une citadelle, même le nom va pas. Il prend des photos, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pellicule, puis il s'en va avant qu'il fasse nuit quand même, parce que le gars lui a bien dit, s'il y a un problème, la police peut pas rentrer. Le lendemain, évidemment, il en parle autour de lui. Les gens connaissent tous la citadelle de Kowloon. C'est un repère de triades, de drogués, c'est un enfer insalubre, des gens qui vivent à 20 dans des appartements minuscules. De toute façon, un jour, tout va prendre feu ou tout va s'effondrer. Et de toute façon, c'est pas Hong Kong. Et c'est vrai, cet amas d'immeubles informe qui occupe la surface de 4 terrains de foot, c'est pas Hong Kong. Le gars, la veille, il a pas menti, la police, elle peut pas rentrer. Et elle a pas le droit. Et pour bien comprendre la situation, il a fallu qu'il ouvre quelques livres quand même. À ce moment-là, Ian Lambot, lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir entrer dans la cité. Étudier cette architecture fascinante, parce que c'est ce qui le frappe le plus là-dedans. C'est pas les légendes, c'est pas les fantasmes, c'est pas les aspects juridiques.
Et il se rend vite compte avec tous les gens à qui il en a parlé que tout le monde semble très bien connaître la cité, mais sans jamais y avoir mis les pieds. Pourtant, c'est à 2 pas de chez tout le monde, c'est littéralement à 800 mètres de l'aéroport. Ils font tous des allers-retours à Singapour ou en Grande-Bretagne pour leur travail. Il la voit du ciel, on ne peut pas y échapper. Puis finalement, ça lui passe, il y revient pas avant un moment. Il décide de se consacrer au boulot et à son atelier de maquette. Il a une carrière à faire, il a que 25 ans. Il se fait un petit nom, hein. Et petit à petit, Ian Lambot, c'est vraiment plus la photo qui l'intéresse. La transformation urbaine frénétique et les conditions de vie denses à Hong Kong, ça pousse Ian Lambot à explorer la photo plutôt que l'architecture conventionnelle. Et sa formation d'architecte, elle imprègne ses photos et se concentre sur la forme, sur l'échelle. Il a vraiment un regard d'architecte sur l'évolution de Hong Kong. Et en janvier 1987, on est pile 10 ans avant la rétrocession de Hong Kong à la Chine et la fin du bail de 99 ans. Et le 14 janvier, à 6h du matin, les forces de police débarquent dans la cité et bouchent les 83 sorties de Kowloon Wall City. Leur objectif, compter tous les habitants jusqu'au dernier. En dressant une liste exhaustive de chaque résident, ça devient alors possible de calculer l'inquantifiable et de mener une vraie opération d'évacuation en bonne et due forme avant de raser la ville. Le décompte il est réalisé plusieurs fois et les chiffres tombent. Au sein des 8800 bâtiments, c'est 28 000 personnes qui se terreraient. Cette fois-ci, Pékin décide de ne pas intervenir. Sachant pertinemment que Hong Kong va leur revenir légalement, ils n'ont plus besoin d'utiliser la citadelle pour embêter les Britanniques. Au contraire, en fait, sa démolition, c'est un problème de moins à gérer. Et c'est vraiment ce jour-là, devant le journal, que Ian Lambot s'est dit que c'était maintenant ou jamais. Ça fait quelques années qu'il est plus passé par là. Mais il retrouve la cité aussi massive et impressionnante que la première fois qu'il l'a vue. Il tourne autour de la cité pendant un moment, puis il se décide à rentrer. Et au moment où il met un pied dans la première ruelle qu'il voit, il se retire pour laisser passer une femme âgée qui sort, parce que la rue elle fait pas plus d'1 mètre de large. Et là il y a quelque chose qui le surprend, c'est que la vieille femme, elle le remarque à peine et trace sa route. Lui bien habillé, britannique, avec un appareil photo autour du cou, quand même. Dans la cité des ténèbres, cet enfer sur terre, ce lieu de vice et de perdition, elle a pas l'air étonnée. En fait, elle a pas l'air de l'avoir remarqué du tout. Elle lui dit juste merci quand il la laisse passer. Alors il lui demande « Excusez-moi, je peux rentrer, c'est dangereux ici ?» Elle lui dit non, et elle continue sa route. L'espace y fait vraiment pas plus d'1 mètre de large. Aussitôt, le monde extérieur rassurant disparaît et la cité fortifiée l'engloutit littéralement. Il fait sombre et incroyablement humide. Impossible de tenir debout, puisque le plafond de la ruelle il est recouvert d'un enchevêtrement de tuyaux en plastique qui transportent l'eau, et il y en a beaucoup qui dégoulinent. Et au bout de 2-3 pas, c'est une symphonie d'odeurs nauséabondes, des images qui vont avec, qui commencent. L'humidité d'abord, en arrière-plan de toutes les autres, puis en avançant, des odeurs d'encens, de charbon de bois, d'entrailles de porc en décomposition, de cuisine aigre douce, de poissons crus, probablement pourris, de plastique brûlé, à nouveau l'encens, la moisissure. Il y a une lumière blafarde, verdâtre, et l'eau ruisselle sans s'arrêter sur les pierres. Il y a un petit passage particulièrement répugnant, spongieux, humide sous les pieds, qui lui permet d'un bond d'atteindre la porte d'un temple. Sa cour, elle est protégée des ordures, qui est apparemment jetée par les fenêtres, par un grillage métallique, qui du coup est parsemé de morceaux de crasse ancienne, à travers lequel filtre de temps en temps une vraie lumière du jour, un peu la même que celle qui filtre à travers les feuilles en forêt. Et Yann, à ce moment-là, après 1 minute seulement dans la cité, il prend conscience que toute cette intensité d'efforts, d'activité humaine, de vice, de paresse, d'industrie, quand on lui enlève tous les contrôles qu'on tient pour acquis, ça engendre un environnement aussi riche et varié que n'importe quel lieu au cœur de la forêt tropicale humide. Le seul inconvénient, c'est qu'il est, de toute évidence, toxique. Il se met à gravir et gravir les marches d'un immeuble, et puis là il passe à travers une coursive, et une passerelle, et puis encore des marches, et ça continue. Et puis là c'est la surprise, le facteur. C'est la deuxième interaction que Yann a avec quelqu'un de la cité. Qui c'est qui peut être facteur dans un endroit pareil ? Pourtant il y a bien un service postal, et comme les ruelles et les immeubles, elles ont ni nom ni numéro, les facteurs ils ont mis au point un système à eux. Ils gribouillent des numéros complexes sur chaque porte pour s'y retrouver. Puis Yann, il continue à grimper. Et tout doucement, la situation elle commence à s'améliorer. Les odeurs, elles s'atténuent. Il y a une sorte d'oxygène qui commence à se faire sentir. Et puis il y a de la lumière aussi, de plus en plus. Et enfin, il émerge au niveau du toit.
C'est le seul endroit de la ville fortifiée où il y a apparemment de la place. De là, l'immensité impressionnante du lieu. Et plein d'enfants. Ils s'amusent, ils prennent l'air. Yann Lambotte y prend une claque. Autant d'enfants et d'innocence dans un endroit pareil. On peut voir les blocs, construits à plusieurs époques, qui sont de hauteur et de matériaux différents. Il y en a certains qui sont assez sophistiqués. Il y en a qui comportent des annexes artisanales en briques, en ferraille ou en plastique, qui sont fixés sur les toits. Mais ils sont tous tellement serrés les uns contre les autres. Visiblement, un des services municipaux que la cité fortifiée n'arrive pas à maîtriser, c'est la collecte des ordures. Ils ont l'air de se débrouiller, tant bien que mal, pour se débarrasser des déchets organiques, mais le toit il est miné de vieilles télés, de meubles cassés, de vêtements usés, de vieux sommiers. Et au milieu de ces amas de détritus, la vie du village continue. Il y a du linge qui sèche entre les milliers d'antennes de télévision. Des petits enfants y jouent à la marelle sous le regard des vieilles dames. Il y a des pigeons qui roucoulent en faisant du bruit. Et puis sans prévenir, un spectacle tétanisant. Un avion de ligne arrive, il fonce vers le toit à toute vitesse. Il se décale au dernier moment et dégage à l'aéroport de Kai Tak. Il a volé tellement bas que c'est étonnant qu'il n'ait pas embarqué du linge en passant. Ça fait quelques années que la citadelle elle a atteint une nouvelle limite fatidique, c'est son 14e étage. Et oui, c'est interdit de construire au-delà du 14e étage, parce que les avions qui veulent atterrir à l'aéroport de Kai Tak, ils doivent passer au-dessus de la cité pour y accéder. L'aéroport de Kai Tak, il est réputé pour sa piste unique, qui est longue d'un peu plus de 3 km, et pour son approche visuelle particulièrement difficile. Ça exige des pilotes un virage à gauche prononcé de 47 degrés à basse altitude au-dessus de Kowloon, en slalomant entre les tours et les montagnes environnantes, dans un contexte de vents latéraux très fréquents. La manœuvre, elle est même surnommée l'infarctus de Kai Tak. Un étage de plus, c'est un risque trop grand. Il y a un incendie qui a déjà ravagé la ville dans les années 50, et le temps d'intervenir sur place, il a consumé quasiment instantanément l'intégralité de la cité. Pour les résidents, le respect du 14e étage, c'est devenu primordial. Yann Lambotte y prend ses premières photos de l'intérieur de la citadelle. Pour lui, c'est la confirmation qu'il faut absolument immortaliser cet écosystème avant qu'il soit trop tard. Il prend l'habitude de faire des tours à l'intérieur de la cité. Il a réussi à se trouver quelqu'un pour le guider. C'est pas tant pour sa sécurité. Évidemment qu'il croise quelques regards pas trop rassurants, mais c'est pas le coupe-gorge que tout le monde imagine. Enfin, il a quand même un appareil photo autour du cou et il y a des problèmes de drogue dans la cité. Mais non, s'il préfère se faire guider, c'est surtout pour pas se perdre. Il n'y a aucune carte de la cité. On a vite fait de plus retrouver la sortie. Yann, cette anomalie architecturale, cette méga structure, ça échappe toujours à son entendement. Et puis il en apprend plus sur son histoire aussi. La cité fortifiée de Kowloon, elle est, au départ, pleine de contradictions dans son essence même. Elle est à la fois isolée de Hong Kong et connectée à Hong Kong. Parce qu'elle en dépend, en fait. Et ce paradoxe-là, il constitue le fondement de sa survie et de son développement. Parce qu'avec tout ça, il y a eu une extraordinaire capacité d'improvisation et d'adaptation. Yann y prend note immédiatement, vu qu'il a quand même exploré Hong Kong pendant des années. La cité elle a des caractéristiques typiques de zonage vertical, du genre commerce au rez-de-chaussée, logement aux étages supérieurs et loisirs sur le toit. Mais par contre, ce zonage-là, c'est le résultat d'un processus naturel, ça n'a jamais été planifié avant. C'est dans les années 60 et 70 que la construction est devenue frénétique, avec l'ajout d'immeubles en béton, sans contrôle réglementaire ni intervention d'architectes. Cette croissance verticale organique, elle a interconnecté environ 350 tours. Ça a formé une masse urbaine qui a enveloppé le site d'origine, avec des étages supérieurs qui surplombent les ruelles et les toits qui sont aménagés pour gagner de l'espace. L'agencement, il comprend un réseau labyrinthique de ruelles étroites, d'une largeur en gros de 1 à 2 mètres, qui serpentent entre les bâtiments et qui sont souvent ombragés par les étages supérieurs en porte-à-faux. Et ça limite considérablement la pénétration de la lumière naturelle au niveau inférieur. Les liaisons entre les bâtiments, elles sont faites avec des passerelles improvisées, des conduits de liaison et des câbles. Et tout ça, ça facilite l'accès et ça facilite aussi le renforcement structurel. Et ça illustre les adaptations progressives menées par les résidents qui ont permis de garder le côté fonctionnel malgré toutes les infractions au code du bâtiment. Et puis tout ça, mine de rien, ça a fait en sorte que la structure résiste à l'effondrement. Une tour seule, elle se serait effondrée depuis longtemps, mais là, c'est la cité entière qui fait tenir la tour debout et la tour qui empêche la cité de s'effondrer. En se promenant dans la cité, Yann peut constater une curiosité presque rassurante là-dedans. Même si les artères de la ville sont sombres et tortueuses, elles irriguent tout un cœur qui sert de véritable poumon dans la ville. Au milieu de toute l'agitation, il y a un espace qui a une ouverture aérée, qui accueille la lumière du soleil. C'est le seul endroit où on peut voir le ciel.
C'est à cet endroit qu'il y a plusieurs salles qui servent à l'accueil des personnes âgées, à l'école, à offrir un lieu de prière et aussi à la mise à disposition d'une salle de rassemblement pour qu'on puisse prendre des décisions collectives. Cet endroit, c'est le seul qui a jamais été touché par les habitants. Et juste par sa présence, il prouve le besoin d'une attache quand même de la part des résidents. Ça a été une décision collective, mais c'est interdit de construire sur cette zone ou au-dessus. Et puis au milieu de tout ça, il y a le vieux Yamen, les quartiers du magistrat en charge de la citadelle à l'époque. Et c'est dans le Yamen que Yann il a la surprise de trouver une occidentale, dans une espèce d'office religieux chrétien. Yann Lambot, il a peut-être pas eu trop de problèmes pour l'instant, à se balader dans la cité de Kowloon. Mais Jackie Pullinger, elle, ça fait déjà 20 ans qu'elle est à Hong Kong. 20 ans qu'elle œuvre dans la citadelle à sortir les toxicomanes de leur addiction avec l'aide de Dieu. Et les triades, alors là, elle les a bien connues. I arrived with about £8, but I thought I was very rich. And two things I think I knew. One was that God had promised to look after me. And the other was that you should work wherever you can. En arrivant, elle a commencé à distribuer du riz aux mendiants et aux SDF. Et puis comme elle avait aucun soutien des institutions catho, elle a pris un emploi d'institutrice dans la cité fortifiée de Kowloon. Et direct à son arrivée, Jackie Pullinger elle a dû faire face à la méfiance des groupes criminels. Faut se mettre dans un contexte particulier aussi. On est à une époque tétanisante dans la cité. À ce moment-là, dans ces ruelles qui fascinent tellement Yann, qu'il les voit avec son œil d'architecte, les triades elles ont la main mise sur absolument tout. Faut bien se rendre compte d'où elles viennent les triades, parce qu'au départ c'est des sociétés secrètes qui avaient un objectif politique. Elles travaillaient pour faire tomber la dynastie Mandchoue et rétablir la dynastie Ming. Bon. Mais maintenant on n'y est plus du tout. Maintenant elle est formée de centaines de groupes séparés, qui disent tous se rattacher aux anciennes traditions, mais c'est pas ça. C'est des gangs qui se cachent derrière un nom historique. Pour être accepté dans un groupe de triades, il y a des gestes symboliques à connaître, des poèmes à réciter, il y a des signes de salut à apprendre, ok tout ça. Mais il faut aussi avoir fait couler le sang, avoir bu du sang. Après on devient un silo, un petit frère. Et c'est là-dedans qu'ils tombent tous les gamins de la cité. Ils font un serment pour obéir et rester fidèles à leur dailo, leur grand frère. À vie. Et dès qu'ils font leur preuve, il y a toujours un plus petit qui veut les suivre. Et là, le premier devient le dailo du deuxième, et ça s'arrête jamais. À l'époque, dans la cité, avec l'absence de loi, les triades elles ont pu monter tous les business illégaux du monde. Et quand Jackie elle arrive, il y a deux gangs qui se partagent le gâteau. Les Gingyu, ils contrôlent le trafic d'héroïne, tant les lieux de vente que de consommation, plus le racket des commerçants sur leur zone, et la prostitution sur Oldman Street. Et puis il y a la triade 14K, encore pire que les Gingyu. Ils avaient les tripots, les fumeries, les cinémas porno, les maisons de prostitution de mineurs, les restos où on vendait de la viande de chien, parce que ça c'était interdit à Hong Kong. Et ces deux groupes qui s'entendent pas, juste par principe, avec une rue dans la cité qui fait office de démarcation nette, ils voient arriver une étrangère de 22 ans qui leur parle d'un dieu étranger, qui veut aider les jeunes à arrêter l'héroïne ou l'opium ou la prostitution. Déjà, sa présence, ça éveille les soupçons. Tout ce qui est extérieur, c'est une possible menace ou une collaboration avec la police. Yann, c'est à ça qu'il s'attendait en entrant là-dedans, parce que c'est ça qu'on lui a toujours raconté. Alors du coup, il boit les paroles de Jackie. Il était en train de se renseigner sur les réseaux d'égouts, avec son esprit d'architecte qui veut cartographier Kowloon Wall City. L'installation d'un réseau d'égouts, c'était un des nombreux services essentiels que le gouvernement s'est senti obligé de fournir. Vu que l'assainissement est inexistant, les eaux usées elles s'écoulent souvent des étages supérieurs dans des couloirs et des toilettes à nature communes. Les ordures, elles s'accumulent sur les grillages entre les bâtiments, vu qu'il n'y a pas de collecte régulière ou complète. Il y a des solutions décentralisées, improvisées, comme des pompes et des systèmes de drainage de fortune. Ça permet de gérer l'évacuation des déchets sans intervention de l'État, mais les conditions elles restent insalubres. Les eaux usées elles s'écoulent librement et ça contribue à cette humidité et à ces odeurs omniprésentes. Et Jackie Pullinger, la première fois qu'elle a eu affaire avec la violence de la cité, c'était dans ses égouts à ciel ouvert. Ou un jour, après avoir monté un club de jeunes dans une salle de la cour centrale de la cité, près du Yamen. On l'avait appelée chez elle, dans son petit appart en dehors de la cité, pour lui dire qu'il y avait eu un drame avec un de ses jeunes. Elle était partie en trombe, arrivée dans la cité en catastrophe, rentrée par une ruelle crasseuse, aveuglée par le noir, sans quitter des yeux le sol pour pas glisser dans les immondices de l'égout, essayer de faire fuir les rats qui étaient posés dans le passage. Elle avait vu une grosse tache rouge de sang frais au sol, elle s'était mise à courir presque, parce qu'elle était sûre que c'était son petit protégé, un petit gamin qui s'appelait Assor. Elle était devenue sa tutrice nommée par un magistrat. Elle y tenait à ce gamin. Quand il était tout petit, sa mère l'avait vendu à un opiomane qui avait peur d'aller en enfer s'il n'avait pas de fils. Le gamin, il avait un syndrome de l'abandon extraordinaire déjà.
Il avait un grand manque d'affection, la mère de l'opiumane en question l'aimait beaucoup, mais elle vendait de l'héroïne, alors niveau influence, ça l'a pas aidé. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce gamin qui avait l'impression d'appartenir à personne ? Il a rejoint un gang de triade. Il est devenu bagarreur, il a fini en prison à 13 ans, complètement esclave de la drogue. Jackie, elle adorait ce garçon. Et elle tombe encore sur du sang, une boule d'angoisse au ventre quand elle passe devant le gros tripot des 14K. Il y a les fumeries d'opium à côté. Elle peut pas vraiment courir, c'est un quoi glisser dans les immondices au sol. Et les traces de sang se rapprochent, les prostituées du cinéma, elles sont là. Elles lui disent « Miss Spoon !» C'est comme ça qu'on appelle dans la cité. « Miss Spoon, c'est par là !» en lui montrant le local de club de jeunes qu'elle avait monté. Plein de sang devant. C'est une fillette qui arrive là pour lui crier « Miss Spoon, va à l'hôpital Elisabeth, ils t'attendent !» Arrivée à l'hôpital, à peine déposée par le taxi, elle est sûre qu'Assor va mourir. C'est pas Assor, c'est Atong qui avait laissé cette mare de sang et qui était mourant. Elle le connaissait que de réputation, c'était un des chefs les plus dépravés. Il vivait que de la prostitution, il employait des petits frères comme Assor pour encaisser les maisons de passe. Le gang des Soifong s'était caché près du club des jeunes, avec des machettes, des couteaux, des tuyaux en ferraille, une histoire de vengeance. Ils en avaient vraiment après le petit Assor. Lui, il était avec Atong et un autre frère, ils se sont fait tomber dessus. Et Atong, il s'est jeté devant Assor pour le protéger. Son bras, il a été tailladé tellement profond qu'il a failli le laisser sur place. Les Soifong, ils se sont enfuis et les deux gamins se sont débrouillés pour traîner le grand frère jusqu'à la sortie, pris un taxi, déposé le blessé à l'hôpital et ils se sont enfuis. Il s'était réveillé devant Jackie dans un état de manque terrible, évidemment. C'était ça la cité que Yann il commençait à admirer, au fur et à mesure qu'il mettait les pièces du puzzle ensemble pour comprendre comment elle tenait debout. Pour l'eau, il y avait des puits dans la cité avant. On puisait de l'eau à 2 puits qui étaient situés aux portes nord et est au début du XXe siècle. Et puis comme beaucoup d'autres choses dans la cité, l'approvisionnement en eau fiable a été source d'une ingéniosité et d'un esprit d'entreprise considérable. Le refus du gouvernement de raccorder les immeubles et les usines au réseau public, et donc de légaliser l'approvisionnement en eau, ça a contraint les habitants et les entreprises de la cité à payer des fournisseurs privés pour pomper l'eau des puits souterrains, ou à s'approvisionner en eau illégalement auprès des triades. Avec le temps, les triades ont vendu la plupart de leurs intérêts commerciaux dans la cité, mais par contre le branchement illégal du réseau d'eau potable s'est resté une source importante de revenus. De toute façon, c'est illusoire de penser que 33 000 personnes et 700 entreprises, elles sont approvisionnées par seulement les 67 puits comptabilisés aujourd'hui. C'est juste qu'on a décidé qu'il valait mieux fermer les yeux. Parce que fermer les réseaux illégaux, vu les difficultés que ça aurait causé, ça aurait juste exacerbé le ressentiment contre le gouvernement colonial. Au fil du temps, c'est jusqu'à 300 puits scientifiques, comme on les appelle dans la cité, qui auraient été forés sous la zone, même si beaucoup sont à sec depuis longtemps. Les forages les plus récents, ils ont atteint jusqu'à 100 mètres de profondeur, vu que les sources superficielles sont épuisées. Par contre, le transport physique de l'eau jusqu'aux appartements, là, c'est un processus rudimentaire improvisé. L'eau, elle est d'abord pompée vers des réservoirs de stockage sur les toits de la ville, et puis de là, c'est un enchevêtrement de tuyaux qui descendent dans les immeubles et dans les apparts. Il y a énormément de ces tuyaux qui fuient tout le temps, et ça oblige les habitants à stocker des réserves limitées dans des réservoirs sur les toits ou dans des récipients de cuisine. En plus, les habitants ils se mettent d'accord pour se rationner sur leur consommation d'électricité, pour privilégier le pompage de l'eau vers les réservoirs. Et justement, en parlant de l'eau, il y a quelques années, Jackie s'était fait réveiller à 5h du matin au téléphone par une gamine qui s'appelait Apping. « Miss Spoon, faut que tu viennes parce qu'ils ont tout cassé dans le club. » Elle est arrivée, elle s'attendait à ce que les affaires se saccageaient. Mais ce qu'elle a trouvé, ça dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Des ordures partout. Les murs et le sol, ils avaient été barbouillés d'immondices. Là, ce jour-là, elle a perdu courage. Parce que du coup, évidemment, pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau dans la salle. Là, pour nettoyer ça, il allait falloir des dizaines et des dizaines de litres, tous ramenés au seau. Elle y avait passé la journée dans les larmes à essayer de tout nettoyer. Elle priait. J'avais cru que mes garçons, ils me considéraient comme une amie, qui me faisaient confiance. Je suis prête à tout donner pour eux, mais ils veulent pas. C'est dur de s'accrocher avec ça. Mais le lendemain, par contre, elle avait un gamin devant le club. A stranger appeared, and he sort of lolled against the door. And I said, "Who are you?" And he said, "Gogo sent me." And I said, "Well, why?" Because up until that time, I'd never met Gogo, and I just knew he was the head of the 14K. And he said, "Gogo says if anybody touches you or touches this place, we're going to do."
Le fait qu'on mentionne le nom de Goko devant elle, Goko ça veut dire grand frère, ça voulait dire qu'on commençait peut-être à la respecter. Elle lui avait envoyé plein de messages pour la rencontrer, mais elle n'avait jamais eu de réponse. Et là, elle lui a envoyé quelqu'un pour la protéger. Jackie, elle a renvoyé le gamin, évidemment, mais il est revenu tous les soirs pour monter la garde. Plus tard, elle a appris par Assor que des gamins du club avaient passé leur nerf sur le club une nuit, mais qu'ils avaient été punis par Goko et il les avait envoyés s'excuser. Elle avait fini par le rencontrer, Goko, dans un restaurant dehors. Lui, il respectait ce qu'elle faisait, parce que même avec toutes ses activités, la vie qu'il menait, il avait un genre de sens de la famille avec tous ses petits frères, même s'il leur faisait faire les pires choses. Il y avait quelque chose de paternaliste, mais sincère. And he said, I tell you what, I'll give you all the rotten ones. And I said, well, that's good, because Jesus came for the rotten ones. And so from that day onwards, he freed any of his brothers from the triads who wanted to become Christians. But he said, they better do it good. I don't want them back afterwards. And about 13 or 14 years after that happened, he himself became a Christian. Elle a aussi dû sortir des gamines de la prostitution, les arracher à leurs souteneurs, trouver de l'argent pour les racheter. Une fois, elle avait échappé à une embuscade à son appartement parce qu'elle cachait une gamine chez elle. On parle d'un climat de tension constant. Heureusement, après avoir eu l'accord plus ou moins discret de Goko, ça a commencé à être moins dangereux pour elle. Elle a dû apprendre à dialoguer avec les chefs de gang, à naviguer dans un système qui était dominé par des codes de loyauté, de pouvoir. Mais par contre, la drogue dans la cité, c'était un désastre catastrophique. Tous les gamins, ils y passaient tôt ou tard. La cité, dans les années 60 et 70, elle était à son apogée de ce qu'elle avait connu de plus abject. Le pire, c'est que c'était au vu de tout le monde tout ça. On vivait aussi dans un climat permanent de violence, des règlements de compte, des overdoses, des agressions, prostitution organisée, c'était ça le quotidien. Ça a commencé à évoluer un peu avec l'électricité. Fallait éclairer les ruelles pour que ce soit plus compliqué de tendre des embuscades ou de se piquer ou quoi que ce soit d'autre. C'est grâce à Jackie aussi que Yann y comprend pourquoi aujourd'hui c'est beaucoup moins dangereux pour lui que s'il était venu dans la cité il y a 10 ans. Progressivement, la relation entre Jackie Pullinger et les groupes criminels elle a évolué. Ce qui avait commencé par de la suspicion et des intimidations, ça s'est transformé, dans certains cas, en une forme de respect. Son action, ça a conduit à la création de la St. Stephen's Society, une organisation dédiée à la réhabilitation des toxicomanes, qui a aidé des milliers de personnes. Au début des années 70, Kowloon Walled City, elle semblait vivre selon ses propres règles. Dans ces couloirs où la lumière du jour pénétrait à peine, les triades pouvaient régner avec une assurance tranquille. Les trafics prospéraient, les dettes se réglaient dans l'ombre, et il y en a beaucoup qui pensaient que ni la police ni le gouvernement colonial n'oseraient vraiment s'aventurer trop profondément dans le labyrinthe. Mais à l'extérieur, quelque chose était en train de changer. À Hong Kong, la colère montait contre la corruption. Il y a trop d'histoires qui circulaient. Des policiers payés pour détourner le regard, des enquêtes étouffées, des criminels qui étaient protégés. En 1974, la création de l'Independent Commission Against Corruption marque un tournant. Pour la première fois, une institution indépendante reçoit le pouvoir de s'attaquer directement à la corruption, y compris au sein de la police elle-même. Le message est clair, l'impunité sera plus tolérée. À Kowloon Walled City, les rumeurs se répandent rapidement. Les officiers sont arrêtés, des enquêtes sont ouvertes. Les anciennes protections commencent à s'effriter. Là où certains membres des triades pouvaient compter sur des complicités discrètes, ils découvrent maintenant un climat d'incertitude et la confiance se fissure. Puis arrivent les descentes. Certains matins, les ruelles s'animent d'une agitation inhabituelle. Les équipes de police pénètrent dans le quartier, plus nombreuses et plus déterminées qu'avant. Elles montent les escaliers, elles frappent aux portes métalliques, elles investissent des apparts transformés en fumerie d'opium ou en labos clandestins. Les salles de jeu sont fermées, des arrestations ont lieu aussi. Les habitants, ils observent tout ça depuis les balcons, partagés entre crainte et espoir. C'est pas une bataille spectaculaire,
Mais c'est une pression constante. Les opérations se répètent, les contrôles se multiplient. Tout doucement, l'atmosphère commence à changer. Les activités criminelles, elles disparaissent pas, hein, mais elles deviennent plus discrètes. Les enseignes sont moins voyantes. Les transactions se déplacent vers des endroits plus sûrs. Le pouvoir des triades, qui était autrefois presque ostentatoire, commence à se fragmenter. Kowloon Wall City, elle n'est pas encore tombée, mais elle n'est plus tout à fait intouchable. Les années 70, ça marque le début d'un recul silencieux. C'est pas un effondrement brutal, hein, mais c'est une érosion progressive. Ce sentiment que le quartier échappe totalement au contrôle des autorités, ça commence à se dissiper. Yann Lambot, doucement, il commence à se faire une carte mentale de la cité et à comprendre de plus en plus comment elle tient debout et comment elle est interconnectée. C'est une certaine gymnastique mentale à réaliser, mais il y a une multitude de chemins qui mènent chacun à une multitude de routes. C'est monnaie courante de se perdre là-dedans. Les chemins traversent des boutiques, des casinos, parfois des appartements. Avec l'énorme densification de bâtiments dans la cité fortifiée de Kowloon, les rues horizontales au sol ne pouvaient plus absorber le trafic généré par les piétons et les constructions en plus, sans compter la compression extrême des bâtiments et la réduction constante de l'espace au sol. Le résultat de tout ça, c'est que ça a déplacé l'espace de circulation de la cité vers les niveaux supérieurs. Et de fait, ça a créé un système de circulation à 3 niveaux. Il y a la circulation au sol, la circulation intermédiaire et la circulation sur les toits. La cité fortifiée de Kowloon, c'est pas seulement un espace de mouvement en 3 dimensions, mais c'est aussi un magnifique exemple d'adaptabilité. Vu qu'il y a une colossale densité de population là-dedans, et un manque d'espace manifeste, un resto ou un salon de thé, ça peut devenir un bordel ou une salle de mahjong, puis être converti en dortoir après. Une planche à nouilles, ça peut servir à manger ou à faire ses devoirs, puis on peut le transformer en lit pour une famille. Dans la cité de Kowloon, aucune maison n'a une seule fonction. Les maisons, elles sont de taille variée, mais même les plus petites, elles changent constamment d'usage tout au long des 24 heures de la journée. Et puis il y a les cages à oiseaux aussi, comme on les appelle. Ça, c'est un élément caractéristique de la cité de Kowloon. Vu que les espaces intérieurs sont minuscules, les habitants ils ont ajouté des saillies aux fenêtres pour optimiser l'espace, puis ils ont fermé avec plusieurs types de filets de sécurité pour faire ces cages à oiseaux. Et en termes d'utilisation de l'espace, ces saillies elles permettent d'accroître la surface habitable en fait. Il y a des cours intérieurs aussi. Vu qu'il y a eu énormément d'extensions de la cité fortifiée de Kowloon, les cours intérieurs elles se réduisent souvent à des espaces minuscules entre les bâtiments. Mais ces espaces, on en a besoin pour l'éclairage naturel. Et ça fait partie des seuls endroits où on peut ressentir un peu l'atmosphère animée qui se dégage de l'intérieur. Avec les mois qui passent, le travail de Yann il a pris de l'ampleur. Il y a des cartons de photos de la cité sous toutes les coutures. Et pendant un repas de Noël où il est invité, il parle de ce qu'il fait et on lui présente un gars de son âge qui fait comme lui. C'est Greg Girard, un photographe aussi, de métier cette fois. Lui, il aime photographier les grandes villes, montrer les transformations urbaines et humaines qui s'y passent. Il a fait ça à Vancouver, sa ville natale, avant d'atterrir en Asie, à Hong Kong. Et sans avoir jamais croisé Yann, ça fait quelque temps qu'il arpente la cité lui aussi. Et évidemment, les deux, ils se revoient. Et évidemment, ils se montrent leurs photos. Et pendant que Yann lui montre les siennes, lui parle des couloirs de la cité, des murs, des fondations, Greg, il s'arrête devant une des photos. Attends, tu sais qui c'est qui habite là? Ou là? T'as déjà pris le thé avec eux? Moi, oui. Et quand Greg il déballe ses photos, Yann il a l'impression d'avoir pris la foudre. Comment il a pu passer à côté de tout ça? L'adaptation, la structure organique, c'est eux. C'est ça qui lui manquait depuis le début.
Yann il tombe de vraiment haut parce que les photos de Greg Girard, elles couvrent un aspect qu'il a complètement négligé. Il est carrément passé à côté. C'est l'humain qui intéresse Greg Girard, les habitants. Greg, il les connaît vraiment, et les habitants, ils le connaissent aussi. Il lui parle de Wang Yongming, le dentiste, qui a peur de ne pas pouvoir réouvrir une fois la citadelle détruite parce que ses diplômes ne sont pas reconnus à Hong Kong. Ou de Lam Tsengyat, avec sa petite épicerie, qui a aucune intention de partir, lui, même si on le menace avec une arme. Ou encore Chung Yuki, qui est né dans la cité et qui vit aujourd'hui avec son mari et ses enfants, qui est quand même contente de quitter l'endroit où elle a grandi pour ses enfants et un plus grand logement, même s'il est plus cher, et même si elle est très attachée à la cité de Kowloon. Mais Greg, il connaît rien à l'architecture. Et parfois, les étoiles s'alignent pour réunir les deux personnes les plus complémentaires qui puissent exister à un instant T. Yann Lambot et Greg Girard, ils auraient pu passer des mois dans la cité sans jamais se croiser. C'est une évidence de mettre leur travail en commun, de le compiler et de livrer un dernier témoignage de la cité avant qu'elle disparaisse. Et Yann, avec Greg, il va apprendre à connaître les gens, qui voyaient juste comme une entité sans vrai visage. Tous les deux ensemble, ils savent que, dépourvus de toute aide sociale ou subvention gouvernementale, l'autosuffisance de la cité, elle repose sur des échanges volontaires dans un marché ultra-libéral, sans aucune contrainte réglementaire. Ce que ça donne, c'est que des petites manufactures exportent tout vers l'industrie hongkongaise. Les habitants y font preuve de résilience, et puis la plus grande évidence, c'est un soutien familial solide et une énorme viabilité entrepreneuriale, malgré la forte densité de population. Il y a une entraide hors du commun entre les murs de la cité. Les groupes communautaires aussi qui règlent les conflits. Pas une mafia, des vraies associations de résidents. Ces groupes, ils arrivent à régler les conflits par la négociation et les accords collectifs, en s'appuyant sur la pression sociale plutôt que sur l'application formelle du droit. Et puis il y a des réseaux d'entraide spontanés. Des voisins s'entraident en cas d'urgence pour l'entretien quotidien. Et ce bordel informe, en fait, il s'autogère sans l'intervention d'une entité officielle. Qu'on le veuille ou non, ça marche. Et ça fonctionne de manière spontanée. Il y a des initiatives privées qui ont comblé les lacunes des services officiels, comme des écoles clandestines, des cliniques médicales gérées par des praticiens souvent qualifiés en Chine continentale, mais pas enregistrés à Hong Kong, des temples servant de lieux de culte et de rassemblements sociaux. Ces institutions, elles fonctionnent grâce aux contributions volontaires. Donc face au vide juridique, l'autonomie, ça fonctionne. Souvent comparée à un organisme vivant, la cité, elle s'étend et se rétracte au rythme de ses habitants. L'architecture et l'humain, là-dedans, ils font plus qu'un. Et plutôt que de voir ces 50 000 personnes comme une entité qui n'a pas de nom, pas de visage, une entité informe, comme un bruit de fond, avec Greg à côté de lui, Yann Lambot, il apprend à les voir juste comme des gens, avec des vies, des passés, et un quotidien. La cité, c'est pas un bruit de fond dans l'arrière-cour de Hong Kong, la perle de l'Orient. C'est une ruche.
Le gouvernement, il fallait qu'il sache à quoi s'attendre pour reloger le nombre exact de personnes qui résidaient et qui gagnaient leur vie dans la cité. Le secret, il était essentiel. Si les projets des autorités avaient été révélés, ça aurait pu provoquer un afflux de personnes extérieures qui auraient cherché à profiter des programmes de relogement et d'indemnisation. Le 14 janvier 1987, le processus est lancé quand le gouvernement annonce publiquement le démantèlement de la cité fortifiée. 20 minutes à peine après la première annonce, à 11h20, 30 camions arrivent à 3 points de rassemblement près de la cité. Le secret il était encore tel que les équipes d'enquête avaient été informées de la mission du jour qu'à 7h30. Et quelle mission! À 10h précises, les convois investissent la ville fortifiée avec une précision militaire. Ils bouclent chacune des 63 entrées et ils se déploient à l'intérieur des remparts pour commencer un recensement porte à porte. Le sentiment d'incrédulité est palpable dans la cité, complètement prise au dépourvu. Malgré la conviction répandue parmi les habitants que le site serait un jour déblayé, personne ne pouvait vraiment croire que ça se produisait. Pourtant, la résistance a été faible. Le désarroi des habitants, il était évident. La perspective de la déception, elle était particulière chez les résidents de longue date et les personnes âgées. Madame Chu, elle expliquait « Je vis dans cette ville depuis l'âge d'1 an, j'en ai 76 maintenant. C'est ma maison et c'est là que tous mes amis sont nés. » Sans aucun doute, les membres les plus inquiets de la communauté étaient les petits commerçants, les ouvriers et les dentistes et médecins. Des affiches anonymes ont fait leur apparition aux abords de la cité. On pouvait lire « La cité fortifiée a été construite avec du sang et de la sueur et si pour les étrangers elle peut être un cancer, pour ceux qui y vivent c'est le paradis. » Mais qu'avait exactement révélé l'enquête ? Sa révélation la plus surprenante a été peut-être que le nombre d'habitants dans la cité était d'environ 33 000, alors que les estimations précédentes, au milieu des années 80, avaient souvent avancé le chiffre de 40 000. Et évidemment, ça ne rendait pas la cité particulièrement spacieuse. Au total, 8 494 logements étaient répartis dans environ 350 immeubles de 10 à 14 étages. Le nombre d'entreprises s'élevait à 718 et on comptait 75 cliniques médicales et 86 cabinets dentaires. En novembre 1967, les revendications de propriété représentaient environ 97% des logements. Comme il n'y avait pas beaucoup de propriétaires qui disposaient des documents légaux officiels, ils justifiaient leurs droits en présentant les actes de propriété traditionnels sur papier de riz, richement décorés, et authentifiés par le chapitre de l'association de résidents Kaifong au moment de la transaction. La moitié des 33 000 résidents ont accepté le relogement et l'indemnisation. En fait, la plupart avaient obtenu un nouveau logement bien avant la date limite. Au final, il y a juste une poignée de personnes qui ont rejeté violemment la mesure. Ces quelques personnes, elles ont dû être expulsées de force. Le 28 novembre 1991, des agents du logement, accompagnés d'officiers de police, ont expulsé de force les personnes récalcitrantes de la cité. La police a été obligée de pénétrer de force dans les apparts et d'expulser 16 nouveaux occupants au cours des 4 phases. Un habitant qui avait laissé sa porte ouverte a réussi à frapper 5 policiers et un agent du logement avant d'être maîtrisé. Pour ces derniers résistants-là, l'expulsion, ça a été une tragédie. Yann Lambotte et Greg Girard, ils publieront leurs photos dans un livre en 1993. Ils ont donné une voix à ceux qu'on ne voulait pas entendre. Ils ont mis un visage et des noms sur ceux qu'on ne regardait pas. Ça veut dire que dans 100 ans, quand tout le monde aura oublié cette histoire, quand ces gens seront tous morts et leurs enfants aussi, on pourra toujours voir leur regard dans ce livre et se rendre compte dans ce très court morceau d'histoire sordide, comme toujours, qu'il y avait des vraies vies derrière. Qu'est-ce qui nous reste d'autre aujourd'hui de Kowloon Wall City ? Pas grand-chose. Il reste le parc déjà, ça reste discrètement un lieu de mémoire, il y a une expo et des reliques de la cité dedans. Il nous reste une image fantasmée et glauque d'une structure mystérieuse tentaculaire plongée dans le noir. Il reste quelques reportages télé d'époque, des films aussi, quelques rares qui ont été tournés là-bas, et d'autres carrément plus récents, mais ils se concentrent tous sur l'aspect cloaque criminel, lieu de débauche. Ils ont au moins le mérite de montrer cette anomalie visuelle avec le meilleur matériel de leur époque. Mais c'est toujours des films de gangsters par contre.
C'était pas que ça, Cornwall City. Il y a des gens aujourd'hui, quelque part, qui sont les dernières personnes à avoir vécu là-dedans. Des contemporains à nous. Beaucoup sont morts, évidemment, surtout les plus vieux. Mais les autres, ils sont quelque part. Et dans ceux-là, il y en a même qui considèrent peut-être que c'est à Cornwall City qu'ils ont passé les meilleurs moments de leur vie. C'est peut-être là-bas qu'ils ont leurs plus beaux souvenirs d'enfance. Actually, for the following almost 10 years, from time to time, in my dream, I went back home. In my dream, I went back to the Cornwall City. I hated the place, honestly, but it was home.